j'invite Emmanuel à nous rejoindre bien pour les dernières tendances issues de la NRF 2023. Merci beaucoup, Barbara. Rebonjour. Mais effectivement, on va arriver un petit peu au bout de nos tendances avec différentes dimensions qu'on a pu creuser pendant ces 4 demi-journées. On va parler plutôt de l'aspect communautaire, de l'aspect finalement dynamique de tribu, dynamique, on va dire, sociale dans le commerce, qu'on peut trouver très bien sur Internet comme dans le point de vente. Et donc, effectivement, on voit bien que avant on se disait on vend des produits ou on vend des services, de plus en plus on vend des valeurs, on vend une cause. C'est sûr qu'en Europe, on a un peu plus de mal à s'engager. On va être très franc, pour beaucoup de marques, la RSE, c'est un truc à côté. Et à la fin de l'année, on est sympa pour accompagner telle ou telle initiative, mais c'est pas forcément complètement dans l'ADN de la boîte. Et puis, pour être très franc, le côté valeur en France, on trouve ça un peu bullshit, ces trucs qu'on met à l'accueil, vous savez, on met 5 grands mots et dans le rapport annuel, mais on a un peu du mal à s'aligner et à pratiquer ces valeurs dans le sens où on les appliquerait dans chaque entretien d'embauche, dans chaque entretien d'évaluation, ce qui est quand même un peu plus le cas aux États-Unis, même s'ils ne sont pas tous engagés pour le coup en termes de valeur avec la sustainability. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien, on a tellement de choix. Donc évidemment, déjà, on veut des bons produits ou des bons services. On va voir les avis clients, on va se renseigner sur Internet. Mais on veut le petit supplément en plus, ce petit supplément d'âme en disant tiens, j'adhère réellement à la démarche de cette entreprise. Si on regarde Tesla, ils sont loin d'être parfaits. D'ailleurs, de temps en temps, il y a quelques bugs sur les voitures. Mais évidemment, les gens ils disent ce mec, c'est un entrepreneur, il est un peu fou, il est en train de réinventer l'automobile. J'adhère à sa démarche. Et des fois, il y en a, c'est presque militant d'aller acheter les produits Tesla. Là, c'est la même chose, c'est d'accepter peut-être de plus vouloir plaire à tout le monde, mais de dire que finalement, par rapport à qui on est, on va peut-être défendre telle cause, pas parce qu'on est obligé par une réglementation, mais parce qu'on croit, effectivement, on prenait Patagonia, définitivement, depuis le début, dans tout ce qu'ils font, il y a une vraie réflexion sur l'impact qu'ils peuvent donner. Nike, qui est effectivement assez sur la diversité et l'inclusion, ça peut passer par des choses aussi bêtes que nos mannequins, ils vont pas tous être en taille top modèle de défilé habituel, mais on va voir, ils vont être représentatifs de la diversité de nos clients, de nos clientes. On peut avoir d'ailleurs des modèles enceintes, des modèles de toutes les couleurs, etc. On voit aussi que finalement, si on veut faire illustrer ou faire vivre ces valeurs, il faut que ça se ressente dans les activités, dans la déco. Enfin, le message, il doit aussi se retrouver dans la forme. Et on peut très bien prolonger ça sur le métaverse ou dans les univers virtuels. On voit que tout un tas de marques, alors souvent les DNVB au démarrage, elles sont parties d'un cœur de cible, avec souvent une nouvelle proposition, peut-être un nouveau ton, une nouvelle façon d'illustrer les choses. Et donc, on essaie de créer un tout petit peu cette dynamique. Si vous prenez Red Bull, on va être à fond sur les sensations fortes, l'extrême, pas très féminin Red Bull. Vous remarquerez quand même s'ils ont quelques athlètes sponsorisés, mais c'est quand même un peu... on est des vrais et on fait des trucs de dingue. Chez Pimki ou chez d'autres, on va essayer de travailler un petit peu cette idée de club, de tribu, chacun dans son sens, mais il y a une vraie logique, en tout cas, de connecter les gens dans un collectif, dans une idée de partage. Voire dans certains cas, c'est peut-être plus transactionnel, mais on va travailler sur cette idée de fidélisation. Et effectivement, à New York, c'était choquant de voir que quasiment à la sortie de chaque magasin, on nous disait bien, il y a un abonnement, il y a un membership, il y a une carte de fit, inscrivez-vous, il y a des bénéfices. Parce que c'est pas dur, on se bat tous, le business est dur, les coûts d'acquisition ont monté en achat média sur les réseaux sociaux. Donc garder un client existant et augmenter la lifetime value, c'est mieux que d'aller en chasser un tous les jours à coup de promotion. Là, on a Sundays, c'était au milieu en haut, et là, c'était carrément de l'abonnement pour une onglerie. Donc là, c'était carrément de dire, finalement, abonnez-vous. Voilà, Starbucks qui a plusieurs milliards de dollars de crédits préchargés sur sa carte de feed sur l'application mobile. Donc eux, ils sont aussi bien, ils vendent du café qu'ils sont une banque. Donc eux, ça a même un incentive financier parce que quand vous achetez des cartes prépayées, en fait, vous récupérez du cash avant de l'utiliser, c'est bon pour la trésor. On voit que Amazon, qui avait déjà acheté PillPax,
Donc, une société qui vous envoyait juste le bon nombre de médicaments à l'unité en fonction de votre ordonnance. Ben là, ils viennent de lancer RxPass. Et donc, l'idée, c'est carrément de vous livrer pour juste 5 $ supplémentaires à chaque fois sur des... Alors, on va dire c'est plutôt des maladies chroniques, mais quand vous avez besoin de médicaments réguliers, ben, en fait, ils s'occupent d'aller les chercher à la pharmacie pour vous et de vous les livrer avec votre commande Amazon. Walmart, ben, ils ont lancé Walmart Plus, donc pour riposter à Amazon Prime. Et donc, tout doucement, ils sont en train de mettre tout un tas d'avantages. D'ailleurs, ils se sont moqués d'Amazon, puisque Walmart Plus, pour les courses alimentaires, c'est 35 $ minimum pour que la livraison soit gratuite. Maintenant, Amazon aux US, c'est 135 $. Et d'ailleurs, Amazon a augmenté le prix de son abonnement. Maintenant, il y a Prime, il y a Vidéo, il y a pas mal de choses aussi qui vont avec. Alors, des fois, on va travailler sur un côté ludique. Finalement, c'est une expérience. On va vivre un moment. On va s'amuser ensemble. Alors là, on voit que, par exemple, Netflix, eux-mêmes sont en train de travailler en se disant OK, on est dans du digital, on est dans du virtuel, mais est-ce qu'on ne proposerait pas de faire du placement produit aux marques? Je pense que vous avez vu dans Emily in Paris, c'était blindé et bourré. On s'habille tous comme Emily in Paris, hein, tous les jours. Donc vous voyez, on peut le faire de plein de façons différentes pour faire vivre sa marque. Ça peut être dans un magasin, mais ça peut être effectivement dans du contenu. On le voit avec effectivement Netflix, qui a créé plein de pop-up pour Stranger Things, pour enfin, tout un tas de films, et on va faire venir, on va dynamiser cette relation avec les fans, on va les nourrir, on va leur permettre de vivre une petite expérience, on va leur vendre des produits aussi au passage. Donc on va creuser ce sujet communautaire et regarder une licence comme Star Wars, qui a été rachetée par Disney depuis, à quel point, combien ça a généré depuis les débuts, comment ils ont pu étirer, mais parce qu'il y a une communauté de fans. Et d'ailleurs, vous avez certainement vu la dernière campagne Canal sur, je crois que c'était Wakani, qui se moque un peu de ces séries dont on est tous ultra fans. À la fin, on se tatoue, on achète le jeu, les produits collector, on va à des conventions, on s'habille, etc. Ça montre que ça fait partie de notre culture, en fait. On n'adhère plus forcément à une religion tous, mais on a un lifestyle, à une communauté de fans. Et donc ça, on peut vraiment le faire vivre et le nourrir. Effectivement, on voit tous les produits dérivés qu'on peut trouver maintenant qui sont liés à une série, liés à un contenu. Donc tout ça, ça se mélange et on peut transformer des spectateurs en consommateurs. On voit aussi, dans les jeux vidéo, c'est pas toujours des produits physiques, mais on va acheter une skin, donc un habit pour son avatar dans Fortnite, et on va payer quelques euros. Balenciaga, qui a d'ailleurs fait une collab avec eux, mais Prada, Jordans, Burger King vont vendre soit des habits, soit des avantages, soit des bonus dans certains jeux. Donc là aussi, ça peut nous paraître un peu étrange, mais Fortnite fait plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an vendant des pixels. Donc voilà, c'est plus simple à fabriquer pour les gens du textile. Le jeu vidéo, de toute façon, on peut y faire plein d'autres choses. Hein. On peut sponsoriser une map, créer une map spéciale, on peut créer des compétitions, des challenges, des personnages, des espaces exclusifs. Donc en fait, il y a un champ des possibles autour des jeux. Dans certains cas, on doit passer par l'éditeur du jeu et dealer commercialement. Dans certains cas, on peut même créer un espace, soit en achetant le terrain dans certains métavers sans forcément demander l'autorisation. Mais il y a un champ des possibles énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 3 milliards, je crois, ou 3,5 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde. Et les autres, c'est pas forcément qu'ils veulent pas jouer, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'être connectés. Sur la partie engagement, le sujet qui revient chez tout le monde, c'est pas parce qu'on est tous devenus fans de la planète tout de suite, hein, c'est parce qu'il y a une nouvelle régulation qui s'appelle le Green Deal, qui est sortie le 14 juillet il y a 2 ans, qui dit que dans tout un tas de domaines et de secteurs, on va devoir calculer notre empreinte carbone, scope 1, scope 2 et bientôt scope 3. Et donc si on n'est pas capable de connaître, finalement, au moins d'estimer, on va dire, son empreinte carbone liée à la fabrication de ces produits, liée à notre consommation électrique, etc., on va avoir des vrais soucis. Et dans 11 secteurs, si on n'a pas réduit d'un certain montant, c'est pas pour rien que toutes les entreprises promettent d'être carbone neutrales, etc., il y aura des pénalités. Donc, voire des interdictions. On n'a plus le droit de vendre des voitures thermiques après 2035. Donc là, on voit quelques marques. Allbirds qui vend des baskets très écolo, entre guillemets, aux US. Il y a carrément l'empreinte carbone de chaque produit dans l'étiquette du produit partagée avec le client.
c'est pas encore la majorité des marques aux US, mais là, c'est pas obligatoire. C'est eux qui disent, bah voilà, finalement, on le calcule pour nous. Pourquoi on ne partagerait pas avec le client? On commence à avoir des carbon scores chez Mano Mano, par exemple. Donc là, ça va être la bataille des standards, la bataille des scores, la bataille des calculettes. Certains nous disent, bah moi, je calcule à la sortie d'usine, j'oublie que je vends mon produit au Japon, donc je vais pas trop calculer l'avion. L'aéroport qui nous calcule le crédit carbone, mais pas les avions, parce que lui, il s'occupe que de l'aéroport, il n'est pas une compagnie aérienne. Bon, voilà, il y a des choses qui peuvent être discutables, mais en tout cas, ça a le mérite de lancer les choses. C'est aussi réinventer tout simplement la façon dont on fabrique les choses. De la viande sans viande, avec des fois juste des légumes, ou avec de la viande bioprintée qu'on a élevée en éprouvette. On n'a pas tué d'animaux, on n'a pas pollué pour élever un animal avec du fourrage, avec les gaz, etc. On a du cuir en champignons, on a des vitamines imprimées en 3D, c'était Neutrogena au CES, on a des tasses en marc de café, on a du plastique qui se dissout, du plastique sans plastique. Enfin, on voit que voilà, le champ des possibles est intéressant, avec à la fois des choses très innovantes et high-tech, et des fois on redécouvre vraiment des matériaux qu'on avait un petit peu oubliés. Et ça, c'est pour montrer à quel point ça avance. Quand on parle de bioprinting, il y a quelques années, on nous parlait de bioprinter un steak, c'était 200 000 $, c'était pas bon et c'était pas très ragoûtant. Ça, c'est un faux filet en 3D bioprinting. Donc ça va arriver plus vite qu'on imagine. Bon, nous les Français, on regarde ça quand même toujours avec un œil un peu, ouais, ils ont fumé la moquette. Mais pour le coup, les États-Unis sont plus dans la quantité que la qualité. Ça les choque pas du tout et ils imaginent que demain, pourquoi pas, on achètera des steaks qui n'ont jamais eu 4 jambes et qui n'ont pas fini dans un champ. Peut-être que les végétariens mangeront des steaks, du coup, comme il n'y aura pas eu de souffrance animale. On voit que l'occasion, la seconde main, c'est en train de se démultiplier. La nourriture, on aura un to go, on a dans les vêtements, même dans le luxe, dans l'électronique, dans les stocks invendus. Donc on voit bien qu'on essaie de moins jeter, de moins gâcher. En plus, on n'a plus le droit de détruire les stocks dans tout un tas de secteurs. Donc c'est intéressant de prolonger l'usage au lieu de recréer un produit. On voit que Vinted continue de cartonner. Shein commence un tout petit peu à ralentir. Bon, enfin, des fois, pour des raisons de coût, beaucoup sont un peu tentés d'aller acheter de la fast fashion. On voit aussi que l'occasion arrive sur les articles de luxe. C'est pas tellement qu'on n'a plus les moyens, mais des fois on se lasse. On se dit finalement, qu'est-ce que je peux faire pour changer un peu ma garde-robe, la faire tourner. On voit effectivement les points de vente à New York qui commencent à nous parler de recyclage, de B Corp, de family run, en fait, en tout cas, cette prise de conscience, elle a peut-être encore bobo là-bas, mais elle est en train sur l'inclusion. Donc, on sent qu'après Black Lives Matter, il y en a qui se sentent presque obligés de proclamer que tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la couleur de peau, l'origine, etc., et qui sont contre le racisme, la discrimination, l'harassement. Bon, nous, on se dirait que de toute façon, c'est en théorie illégal, donc en théorie, il n'y aurait pas besoin de le dire, mais bon, ça peut devenir un argument là-bas. À l'inverse, attention, c'est que à force de vouloir être un bon élève, on va des fois un peu vite. Et on voit Yves Saint Laurent qui s'est fait tacler pour avoir fait un défilé dans le désert marocain, et donc en emmenant tout l'équipement, tout le transport, alors que on a quand même des beaux endroits à Paris pour faire des défilés. Donc en disant, d'un côté vous nous dites que vous êtes sustainable et de l'autre côté vous faites ça. On a même carrément en Allemagne des perquisitions dans certaines entreprises soupçonnées de greenwashing. Donc là, ça commence à avoir des impacts au niveau réglementaire, au niveau pénal. Donc tout ça pour dire que faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vaut mieux faire peu et en parler plutôt que de parler beaucoup et pas faire grand-chose. Et maintenant, on va dire, les ONG, les consommateurs vont être de plus en plus exigeants et vont aller vérifier les choses. Sur l'inclusion, on a tout un tas de marques, mais plutôt non européennes, qui font des gros efforts vers les handicapés, vers les minorités, comme Nike qui avait soutenu ce joueur de football américain qui n'avait plus d'équipe puisqu'il s'était mis à genoux pendant l'hymne national pour protester contre le racisme envers les blacks. Ikea qui a fait avec Zisable en Israël des petits fichiers téléchargeables pour rendre leurs produits plus compatibles avec les personnes handicapées. Et là, effectivement, on a Microsoft qui avait déjà sorti un joystick pour les gamers handicapés, qui a sorti maintenant toute la suite bureautique, les souris, etc., qui peuvent s'adapter à peu près à
n'importe quel type de handicap. Voilà, on en parlait sur la représentation du client, d'être peut-être un peu plus réaliste sur la diversité morphologique de nos clients. Même Victoria's Secret, vous vous rappelez quand même du défilé des anges il y a encore quelques années. Il y a eu du chemin de parcouru depuis. Et puis pour terminer sur le Web3 et le Metaverse, on en a beaucoup parlé l'an passé, c'est pas nouveau. Hein. Second Life, c'était 2004 ou 2005. Depuis, il y a eu énormément de choses. Vous demandez aux plus jeunes, ils nous disent vous êtes bien gentils avec votre métaverse. Nous, on joue déjà en ligne, en réseau, à plusieurs depuis des années. On n'a pas besoin de votre truc en 3D mal fait qui ressemble à un jeu vidéo d'il y a quelques années. Le sujet des NFT, avec quand même cette initiative de LVMH qui s'est associée à des concurrents, Prada, Mercedes, Richemont, pour créer leur propre blockchain, pour gérer la traçabilité, l'authentification des produits, la carte de fidélité. Donc là aussi, c'est intéressant, derrière le côté un peu spéculation des GIFs, il y a des vrais sujets sur la blockchain pour tout le monde, sur la partie certification, traçabilité logistique qui est super intéressante. Decathlon qui utilise aussi la 3D et le virtuel, pas juste pour un côté gimmick, pour demain faire du sport connecté immersif, pour pouvoir faire des simulateurs en magasin, pour pouvoir proposer des digital goodies en NFT. Donc là, tout ça, il y en a un petit peu dans tous les sens. La bonne nouvelle, c'est que les casques qu'on a vus au CES sont en train de se réduire. D'ailleurs, on passe de plus en plus de casques à des lunettes. C'est pas encore parfait, la résolution est encore pas incroyable, mais en tout cas, déjà en quelques années, n'oubliez pas, avant il y avait le câble, les capteurs à l'extérieur, etc. Ça se miniaturise, ça simplifie. Mais tout le monde dit que l'élément pivot pourrait être PlayStation avec le casque VR 2 qui arrive, puisque PlayStation, c'est quasiment 50 millions, 80 millions de personnes qui vont être équipées avec le même casque, une grosse puissance de calcul et surtout des très bons jeux, parce que des fois on a des bons casques, les expériences qui vont avec laissent un petit peu à désirer. On a vu beaucoup de tests de les NFT dans les points de vente, donc là ça commence à arriver aussi, et on a un rapport qui arrive courant 2023. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel.